J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, même si c'est les vacances pour le primaire, collège, lycée. Voilà. Je suis heureuse de voir que l'amphi est plein. Je suis très contente de votre présence. Prenez vos cahiers comme chaque séance. Prenez vos stylos et nous continuons. Le temps passe vite. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e séance. Allez-y. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Tu peux commencer? Ah, déjà commencé. Très bien. Est-ce que je peux commencer, s'il vous plaît? Je peux commencer? Pas encore? Allez-y. Je peux? Très bien. Alors, les structures de l'entreprise. Tout le monde a noté le titre du chapitre? Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que nous avons sur l'image? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Un schéma de quoi? C'est un schéma, oui, mais comment on l'appelle en entreprise? Une structure hiérarchique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot intéressant qui va nous servir pour la séance d'aujourd'hui. Structure hiérarchique. Hiérarchique, qu'est-ce que c'est? Ça ne vous rappelle pas une pyramide? Et dans la pyramide, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hein? Les classements de qui? De l'ensemble des l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire, lorsque vous allez appartenir à une entreprise, vous allez avoir un poste, vous allez avoir une fonction. Oui ou non? Cette fonction dépendra de votre diplôme, de vos années d'expérience et du poste que vous venez d'occuper suite à votre recrutement. Vous allez être placé dans un endroit par rapport à la pyramide, selon si vous êtes cadre ou manager, si vous faites partie du pôle stratégique ou le pôle opérationnel ou fonctionnel, si vous faites partie des décideurs ou bien des gens qui sont sur le terrain. En tout cas, vous allez avoir un endroit bien précis que vous occuperez. Vous maintiendrez une relation avec les gens qui ont le même poste que vous. Ça va être un management à l'horizontale. Un management ne me regardez pas. Notez. Un management transversal. Lorsque j'ai une collaboration, je guide, je manage les gens qui ont le même grade que moi. Je vous ai déjà dit, les gens qui ont le même grade que vous, comment ils s'appellent? Qui ont le même grade que vous. Ça s'appelle les pairs. Nous sommes des pairs. Nous sommes des pairs, P-A-I-R-S. Cela veut dire que nous occupons le même poste. Donc, vous pourriez faire du management à l'horizontale. Ça veut dire, je manage une personne, je la guide, je la coach, je l'éclaire ou je lui éclaire la stratégie, je lui montre ce qu'il faut faire, elle me montre ce qu'il faut faire, nous collaborons, nous sommes dans une collaboration mutuelle, exactement. Et donc, comment s'appelle ce type de management? Vous l'avez noté? Le management transversal. Très bien. Maintenant, si c'est mon N1 ou mon N2 ou mon supérieur hiérarchique qui me donne des ordres, il a le droit ou non? Il va me manager, il va m'encadrer, il va m'éclairer sur les tâches ou la stratégie. Donc, quel est ce type de management? Horizontal. Il est vertical. Et lorsque nous avons un management, notez. On a parlé du management horizontal et on vient de parler du management vertical. Dans le management horizontal, quels sont les mots-clés? Lorsqu'il y a un management vertical, il n'y a pas, on va dire, de la collaboration. Il y a plus prise de décision. Il y a commandement. Il y a encadrement. Le vocabulaire change ou non?
Le vocabulaire change. Donc, qu'est-ce que vous avez noté? Lorsque nous avons une collaboration entre, comment on a appelé les gens qui ont le même grade? Lorsque nous avons une collaboration entre les pairs, nous avons alors quoi? Management horizontal ou management transversal, où nous avons de la collaboration. Par contre, notez avec nous, par contre, lorsque nous avons un système du haut vers le bas, nous avons un management vertical, nous avons un système de commandement et une prise de décision. Et si lui tout seul prend les décisions, il ne prend l'avis de personne. Il y a une unicité au niveau de la prise de décision. Unicité, ça veut dire il est unique. La prise de décision est unique. Il y a une personne qui prend les décisions. Elle ne prend pas notre avis. Il vient, il nous donne un ordre. Est-ce que vous avez compris? Donc, tout de suite, en principe, nous allons voir comment ça se fait, comment on construit, comment on élabore cet organigramme, comment ça se fait que tu peux appartenir au pôle stratégique, comment tu peux faire pour avoir un poste au niveau horizontal. Nous allons voir toute cette structure, nous allons voir ces différents types de fonctions, nous allons voir aussi ultérieurement même la stratégie que nous allons élaborer lorsque nous sommes ensemble. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je peux commencer? Très bien. Donc ici, nous avons quand même un plan assez chargé. Faute de temps, je ne pourrai pas peut-être faire la plupart des éléments. Si on arrive à voir le chapitre 1, chapitre 2 et quelques structures, ça serait déjà très bien. Donc comme vous voyez ici avec moi, nous allons essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'une structure. Suite à cela, nous allons partir chez Henri Mintzberg. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, Mintzberg nous parle de la façon avec laquelle nous pouvons construire justement cette pyramide. Quelles sont les bases sur lesquelles on peut se focaliser pour obtenir une pyramide cohérente, une pyramide organisée. Et ici, nous allons voir, selon les types d'entreprises, les différentes structures de différentes organisations. Je peux commencer? Très bien. Donc, comment Mintzberg voit la chose? Qu'est-ce qu'il nous dit, Mintzberg, par rapport à la structure? Eh bien, Mintzberg nous dit la chose suivante. La structure d'une organisation peut être définie comme la somme totale des moyens employés. Ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens logistiques ou autres, pour diviser le travail. Lorsque nous avons une pyramide, est-ce que nous divisons le travail ou non? Il y a un département marketing. Quelle tâche on lui donne? La visibilité de la marque. Il y a un département relations extérieures. Quelle est la tâche qu'on lui donne? Créer des partenariats. Il y a un département financier. Quelle tâche on lui donne? Le fait de gérer le budget, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Une répartition des tâches. Cette division du travail, chacun de nous va occuper une tâche distincte, une tâche à part, une tâche précise. Si ici, le mot distinct vous rappelle quelque chose, c'est la spécialisation. Chacun aura un champ d'activité dans son domaine. Donc, qu'est-ce que nous avons? Un département financier, un département marketing, un département relations extérieures, un département ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils collaborent. C'est quoi le mot qui vous rappelle la collaboration? C'est la coordination. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. C'est vrai qu'ils sont chacun dans leur département. Chacun occupe un poste. Mais ils entretiennent des relations de coordination. Donc ici, l'ensemble de cette image, chacun occupe un poste, chacun a une tâche distincte, précise, et chacun a une relation avec l'autre. Pour quelle raison? Parce que nous sommes quand même un système hiérarchique dans lequel nous devons établir des relations.
Si moi je suis marketeur, je voudrais créer un produit, je ne peux pas le créer sauf si j'ai le budget nécessaire du service financier. Donc je dois créer une relation, je dois faire une réunion avec un autre service pour connaître l'état des lieux au niveau financier. Est-ce que le pôle financier a une marge avec laquelle je peux faire une création du produit? Si le service financier me dit non, nous sortons de la crise, ce n'est pas possible. Il faut juste maintenir la même activité, maintenir le même produit. Je vais plus opter pour une stratégie de focalisation. Je ne pourrais pas quand même oser partir vers une diversification. Très bien. Donc, par rapport à la structure, qu'est-ce que c'est? Le premier point, comme vous voyez ici avec moi, c'est la juxtaposition. Ça nous rappelle quel mot qu'on vient de voir? La coordination. Pour l'instant, vous avez le troisième mot. Tout à l'heure, j'ai dit collaboration. Après, j'ai prononcé le mot coordination. Là, c'est la juxtaposition. Ça veut dire mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on va mettre ensemble? Il faut, puisque nous avons dit c'est une somme totale. Donc, des ressources qui sont humaines, toi, moi, tout le monde qui travaille en entreprise. Nous avons besoin d'argent, de logistique, de bureaux, de cadres. On va les agencer, on va les mettre ensemble dans un moule structuré. Si nous avons une excellente organisation, nous avons les conditions pour travailler. Les conditions sont positives, l'ambiance est agréable. Le manager, alors, s'il est intelligent, il va veiller à avoir une structure hiérarchique de qualité pour nous permettre d'être performants. Entre toutes ces ressources qui sont structurées et qui sont agencées, et chacun à sa place, et il nous permet, le manager, de faire des réunions, il nous oblige quelquefois à faire des réunions ensemble. On est toujours en contact avec nos supérieurs. On voit qu'il y a un suivi, un pilotage. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons entretenir des relations. J'ai de très bonnes relations avec ce service et de très bonnes relations avec ce service. Pourquoi? Parce qu'on se voit toujours dans les réunions, nous discutons ensemble, j'ai accès à l'information, je diffuse moi aussi l'information. Avant de prendre une décision, il y a consultation et on est tous une vraie équipe. Et là, le manager est intelligent parce qu'il sait transformer le groupe en équipe. Je vous avais déjà expliqué la différence entre groupe et équipe. Groupe, tu peux être avec plusieurs personnes, mais nous sommes juste des individus. Chacun, il est dans sa petite planète. Mais quand le manager est intéressant, il peut transformer ces gens-là en une équipe qui regarde les mêmes intérêts, qui ont la même stratégie. Tout à fait. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire, ce manager intelligent? Il va assurer la coordination. Vous partez lui demander une question, il vous dit s'il vous plaît, faites une réunion avec l'autre service. Essayez de voir si ça marche, si c'est possible. Donc il vous pousse à créer la relation. Exactement. Pourquoi? Dans l'objectif de communiquer. Toutes les personnes qui travaillent dans la pyramide, dans l'ensemble de nos services, doivent avoir accès à l'information. Finalement, le troisième point, quelle est sa finalité? C'est faire agir les individus, c'est-à-dire te pousser à agir, te pousser à avoir une action. Dans quel sens? Dans le sens souhaité. Que tu ne puisses pas juste travailler pour travailler ou juste travailler pour un effort stérile, mais plutôt travailler pour atteindre les finalités de l'entreprise, atteindre les objectifs tracés par le top management, atteindre les points clés de notre avancement. Du coup, ici, il y a quoi? Quel mot va naître? L'orientation de notre effort vers le sens souhaité. Et quand on est ensemble, c'est meilleur. Pour quelle raison? Il n'y a pas que collaboration, il y a richesse au niveau des idées. Est-ce que je suis comme vous? Vous êtes comme moi? Non. Mais quand on est ensemble, vous me donnez une valeur ajoutée, je vous donne une valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il y a? Une complémentarité, une richesse au niveau intellectuel. Et quand tu me vois agir, je te vois agir, il y a un système de motivation. Oui, très importante la motivation. Quand tu vois tout le monde motivé, tu deviens quelqu'un de motivé. Tu vois toute une équipe démoralisée, tu es contaminé. Lorsque nous sommes ensemble dans la structure, il y a l'esprit contamination qui est soit positif ou négatif. Ici, dans les relations, il y a un système de pouvoir, mais il y a aussi un système d'influence. Le pouvoir, qui est le pouvoir? C'est les décideurs.
C'est le chef d'équipe, c'est le chef de mission, c'est le chef de projet. Oui, il a le pouvoir. C'est mon N1 et hiérarchiquement, il est mon supérieur. Mais il n'y a pas uniquement, dans le commandement, il n'y a pas uniquement donner des ordres. Dans le commandement aussi, il y a influence. Le manager peut vous influencer positivement. Vous voyez qu'avec lui, vous êtes gagnant. Ce système d'influence nous rappelle quel mot? Le leadership. S'il est leader, il va être meneur des équipes. Il va être ce booster pour les équipes. Vous préférez que quelqu'un vienne vous donner des ordres ou que quelqu'un vienne vous influencer doucement, vous montrer l'intérêt de la collaboration, l'intérêt du travail. Et vous êtes un public adulte. Donc, si vous comprenez quel est l'intérêt, pourquoi, etc., vous êtes plus motivé. Vrai ou pas? Très bien. Je peux passer? D'accord. Ah oui, entrez. Est-ce que je peux continuer? Alors, donc, ici, dans la pyramide, on va dire, lui faire une petite ressemblance avec un corps humain. Dans la pyramide, il y a une tête dans la pyramide, et il y a une base, et il y a un milieu de la pyramide. La pyramide, c'est l'ensemble des salariés qui sont en entreprise. Des petits postes jusqu'aux grands postes. Alors, ici, la structure, regardez, on a pris le mot du corps humain, c'est des organes. S'il vous plaît, si on enlève un organe humain, est-ce que le corps reste vivant? C'est-à-dire que tous les organes sont importants, malgré leur degré d'importance. Vous allez me dire, madame, peut-être le cœur et les yeux sont beaucoup plus importants. Oui, mais si tu enlèves si tu nous amputes exactement d'un autre membre, ça va être difficile le fonctionnement. Donc, tous les organes sont importants. C'est-à-dire que tous les postes sont importants. Ils vont entretenir des relations, comme le corps humain. On va partir vraiment vers l'image. Dans un corps humain, il y a une tête. La tête pense. La tête crée la stratégie. Alors, la tête, c'est qui? La tête pensante en entreprise, c'est qui? C'est les leaders ou les managers ou qui est la tête pensante? Qui nous donne ses idées, sa stratégie, sa claire vision des choses, qui voit loin, prévoit, nous influence. Qui? Les managers, mais encore. Le top management et les directeurs de services naturels. D'accord. Le cœur maintenant qui bat, c'est lui qui nous donne vie. Quand le cœur s'arrête, on ne peut plus vivre. Qui est le cœur battant de l'entreprise? C'est quoi en fait l'organe le plus important qui nous donne cette vie, qui nous permet de continuer à vivre? C'est le service? Finance. Si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Si tu n'as pas d'argent, le service financier a mal géré. Il y a eu une mauvaise gestion. On est arrivé à la perte. Donc, on n'a plus d'argent. Donc, on ne peut plus rémunérer. On ne peut plus produire. On ne peut plus acheter de matières premières. On ne peut plus faire de la maintenance de machines. On peut plus rien faire. On est bloqué sans argent. On ne peut rien faire. Tu as beaucoup de personnes. Tu as des machines. Tu as tout. Mais tu n'as pas d'argent pour tout faire marcher la chose. Ben, tu ne peux pas. Tu bloques. L'argent est vraiment très important. Le service financier travaille toujours avec la gestion de risques pour que les risques ne se transforment pas en crise financière, en déficit budgétaire. D'accord. Nous allons avoir des relations, de la coordination à travers, comme je vous ai dit, les réunions. Je vous ai déjà expliqué qu'un manager peut effectuer des réunions matinales chaque matin. Vous vous rappelez? Ces réunions matinales, chaque matin, il vient, il te dérange un peu. Pour quelle raison? Pour te montrer les activités du jour. Comment s'appellent ces réunions? C'est des réunions de briefing. C'est quoi briefer ses salariés? Toi, tu vas briefer tes salariés. Ça veut dire que tu vas les coacher, tu vas les diriger, tu vas les orienter pour la journée. Tu fais un briefing quotidien. Viens, je te briefe un peu, je te montre ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ok, chef. Tu pars avec lui, il te briefe. Si c'est toi le chef, tu dois briefer tes salariés ou ton équipe chaque jour. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le pilotage salarial. Tu ne les lâches pas. Tu leur montres chaque jour ce qu'il faut faire. Eux, ils vont l'apprendre comme de l'accompagnement. Mais toi, tu fais attention, c'est ta stratégie. Maintenant, à la fin de la journée,
c'est eux qui doivent venir prendre la parole pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, les objectifs qu'ils ont pu atteindre, les obstacles qu'ils ont pu peut-être confronter ou les obstacles qu'ils n'ont pas, auxquels ils n'ont pas trouvé de solution. En tout cas, ils doivent te faire quoi? Une description de la journée, un état des lieux. Donc, comment ça s'appelle? Je vous ai déjà expliqué. Le débriefing, la réunion de débriefing. Je te vois 15 minutes le matin, je te vois 15 minutes l'après-midi. Ça permet au manager d'avoir une vision claire sur le fonctionnement interne de son service. C'est un système de management de proximité, avec 3 mots, action, avec action, rectification et continuation. Notez s'il vous plaît. Action, ça veut dire quoi action? Tu dois faire quelque chose, malgré tous les problèmes, malgré ton état de fatigue, malgré les circonstances, agir. Action, ça veut dire tout le temps avoir un rôle à jouer. Le deuxième mot, ou la deuxième devise, c'est rectification. C'est quoi rectification? Rectification, c'est la correction à chaque fois. Quand je vais agir, je vois que je me suis trompée, je corrige. Je vois que ma direction n'est pas bonne, je corrige. J'ai le droit de me tromper, mais je n'ai pas le droit de continuer dans l'erreur. Donc, action, rectification. Maintenant, j'ai trouvé mon chemin. Est-ce que je dois rester stable? Non, exactement. Je ne dois pas rester stable, je dois continuer mon chemin d'avancement. C'est en fait la devise du manager. Tous les grands managers sur cette planète, presque, ont la même devise. Action, rectification, continuation. Il n'y a pas une journée où tu me dis « Madame, il n'y a rien à faire. Madame, je ne peux rien faire. » Non, tu auras toujours quelque chose d'intéressant à faire. Réfléchis. Ça peut être ta devise au niveau de ta vie personnelle. Tout le temps, tu dois avoir une action à faire. Tout le temps, tu corriges tes actions. Et tout le temps, tu as un chemin d'avancement. Alors, ces organes sur lesquels nous avons pointé les doigts, ça peut être les organes de direction, ça peut être des opérationnels qui sont sur le terrain, ça peut être des gens qui vont partir face-to-face client, vendre, donc dans le système d'exploitation. Ça peut être des gens qui ont un fonctionnement immédiat ou durable ou une courte intervention, donc c'est des fonctionnels. Ça peut être des gens qui vont nous aider, des agents auxiliaires, de l'aide, du soutien, qui vont nous donner aussi. Restez avec moi. Donc, qui vont nous soutenir, soit financièrement, soit par du coaching, soit comme la RH, elle nous motive pour qu'on puisse mieux gérer notre carrière. Nous sommes tous pilotés par un état-major. L'état-major, c'est en fait cette direction générale ou les différentes directions générales qui vont nous donner la stratégie à suivre, la charte de l'entreprise, la culture interne de l'entreprise, les points qu'il faut tracer comme objectifs, ainsi de suite. Et bien sûr, vous le savez, pour atteindre une finalité, il faut d'abord avoir des buts qui sont très proches. Et ces buts vont nous emmener vers la création d'objectifs. Oui ou non? Et ces objectifs vont nous mener finalement vers les finalités. Je peux passer? Nous avons parlé tout à l'heure de relations qui sont privilégiées dans le cadre de réunions. Parce que la réunion, c'est une consultation. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Tu es d'accord ou pas? Voilà pourquoi. Il y a explication, il y a argument, il y a influence, il y a conseil. En tout cas, il y a valeur ajoutée dans le fait d'organiser des réunions. Maintenant, quelles sont les relations que nous pouvons entretenir? Exactement. Ça peut être soit des relations hiérarchiques ou des relations fonctionnelles. Ça peut être soit des relations hiérarchiques dans lesquelles on va répartir le pouvoir. Donc, lorsqu'on a une hiérarchie, c'est le premier mot avec lequel on a commencé. C'est soit management horizontal ou management vertical. Donc, ici, c'est management horizontal ou vertical. C'est vertical parce qu'il y a quand même quoi? Il y a un pouvoir, exactement. Il y a un pouvoir, il y a des cadres qui décident. Et il y a encore
ceux qui exécutent. Donc, on voit très bien le schéma pyramidal vertical, tout à fait. Prise de décision, exécution. Maintenant, nous avons les fonctionnels. Les fonctionnels, c'est qui? C'est des gens qui ont une spécialité, un diplôme de spécialité, un spécialiste en audit, spécialiste en finance, spécialiste en marketing, ainsi de suite. Chacun sa spécialité. On va répartir les tâches et les missions entre qui? Entre ces spécialistes. Chacun dans son domaine de compétences. Et ils vont entretenir de façon continue des relations dans le but d'avoir eux aussi une prise de décision s'ils sont eux aussi décideurs. Sinon, ils vont avoir de la collaboration. Je pourrais dans n'importe quel poste avoir des pairs, P-A-I-R-S, des supérieurs hiérarchiques. Et comment on appelle les gens qui sont sous ma responsabilité? Des subordonnés ou bien des subalternes. Des subordonnés ou des subalternes. Je continue. Je continue. Je peux? Vous avez compris ce qui se passe dans ce slide. Nous définissons le rôle de chacun dans l'esprit décideur et dans l'esprit exécutif. Mais chacun est important. Je peux être exécutif, mais je suis un organe très important. Si nous n'avons que des décideurs, c'est très difficile. Il nous faut aussi ceux qui vont partir sur le terrain et exécuter les tâches. Je passe? Allez-y, on y va. Nous avons ici, dans ce slide, quelques qualités qui sont très importantes dans le management transversal, que nous avons expliqué tout à l'heure entre les pairs. Si moi, je n'aime pas travailler en équipe, j'aime rester tout seul, je suis dérangée par le bruit, je suis dérangée par les autres me perdent mon temps, donc je ne serai pas capable de collaborer. Monsieur, je préfère prendre la mission tout seul. Oui, mais vous ne pouvez pas, c'est une mission en équipe. Oui, mais monsieur, moi, j'aime mieux me concentrer tout seul, rester dans ma bulle et travailler. C'est impossible. Le fait que tu sois à l'aise tout seul peut représenter un blocage au niveau de la gestion des équipes et au niveau de la gestion des projets. Oui, l'autre peut te déranger, il peut te perdre ton temps, mais il faut apprendre l'ouverture, l'acceptation de l'autre, il faut apprendre aussi la tolérance. L'autre est ce qu'il est. Maintenant, à toi de gérer la relation avec lui. Si vous voyez bien sûr que vous avez des gens très bloquants, qui sont des personnes qui vous perdent énormément de temps, et à fréquence répétitive, là, vous pouvez remonter vous remontez l'information, comme quoi vous avez monsieur X et madame Y qui nous perdent tout le temps, dans chaque réunion, notre temps, et on n'avance jamais. Ou dans le cadre de notre projet, on travaille seul. Eux, ils ne travaillent pas. Ils ne font que plaisanter, rigoler. Vous pouvez, après 2-3 avertissements, aussi, remonter l'information. Maintenant, si vous êtes silencieux, si vous êtes quelqu'un de timide, si vous n'aimez pas trop parler, vous préférez écouter, est-ce que vous pouvez réussir dans cette mission? Non, parce qu'une des qualités nécessaires, c'est la communication. Oui. Maintenant, si vous dites non, moi je préfère pas me montrer, je préfère être discret, je n'aime pas m'afficher, je n'aime pas montrer qui je suis, même si je fais un effort, ils vont le savoir après. C'est pas la peine de le dire à tout le monde. Personne ne va faire attention à vous parce que ça c'est un grand piège. Il faut en entreprise se distinguer. Et lorsque vous faites une action, il faut l'afficher. C'est bizarre, on trouve beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts et personne ne le sait. Et on trouve quelqu'un qui a fait une seule action, il part le dire à tout le monde. Et lorsqu'il a fait cette petite action, une seule, et tout le monde commence à le connaître, tout le monde commence à le féliciter, il commence à devenir populaire. C'est étrange en fait. Pour quelle raison? Parce que celui qui doit être visible n'est pas visible. Et celui qui est modeste, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a fait du marketing de son image. Il s'est marketé. Et dans l'ambiance entreprise, vous devez marketer votre image.
À chaque fois que vous faites une action, il faut partir, oui, j'ai essayé d'effectuer cette tâche. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu ne le dis pas, si tu ne l'expliques pas, personne ne le saura. Et à la fin de l'année, vous allez trouver des gens très modestes recevoir des primes. Et vous attendez. On vous dit non, mais nous, on n'est pas au courant, franchement. On n'est pas au courant de ce que vous faites. D'ailleurs, vous n'êtes jamais venu nous expliquer ce que vous faites. Vous dites oui, mais tout est clair. Ah oui, clair chez vous, monsieur, pas clair chez nous. Donc faites attention à l'image que vous véhiculez. Ne soyez jamais ce style de personne. On dit non, 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 il est très discret, il ne se fait pas entendre, il est toujours silencieux. Si vous avez cette réputation-là, elle peut jouer contre vous. Faites très attention. Pour quelle raison? Parce que vous devez penser pas uniquement à une année, mais à plusieurs années. Vous devez penser aussi au mois de décembre. Le mois de décembre? Mois de décembre? Oui ou non? Mois de décembre, c'est quoi? C'est des rémunérations de plus, c'est des primes de rendement, c'est des primes d'activité, c'est des primes de rentabilité, c'est des primes de déplacement. Ou c'est zéro prime, c'est que ton salaire que tu reçois. Donc si toi tu es intelligent, tu travailles pour le mois de septembre, le mois de décembre. Et après le mois de décembre, il y a des gens qui vont nous quitter. Pourquoi? Parce que leur évaluation, on voit qu'ils n'ont pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Ou bien ils font uniquement ce qu'on leur demande, point. Ils ne font pas plus. Ce qu'ils ont fait, c'est uniquement l'exécution des tâches dans la fiche de poste. Mais les autres qui ont fait plus, sont souvent remarqués, tout le monde les félicite et on pense carrément à une mobilité interne, à leur donner des missions de plus, des projets de plus, des postes de plus. Donc faites très attention à l'image que vous véhiculez. En tout cas, cela nécessite quoi? Oui, c'est quoi détermination? Ça veut dire tu es décidé à réussir, c'est une décision, c'est pas une volonté. Quand tu me dis madame, je suis déterminée, ça veut dire madame, moi la réussite, je l'ai décidé, c'est une décision. Option échec n'existe pas chez moi, madame. Donc, voici quelques qualités pour pouvoir justement réaliser l'objectif sur lequel nous venons de parler. Ici, si on veut garder un seul mot ou une seule devise, c'est la motivation. Parce que souvent, les jeunes, ils sont très motivés au début de leur carrière. Ils veulent montrer leur image, leur rentabilité, ils font beaucoup d'efforts. Mais avec le temps, oui, ça commence à diminuer et aussi ils commencent à prendre le poste comme la famille, c'est acquis. Alors que, quelle est la devise en entreprise? Tout le monde est remplaçable, personne n'est indispensable. Lorsque votre taux de motivation, votre taux de rentabilité commence à baisser, ils peuvent ramener quelqu'un sur place. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. Donc, vous devez maintenir votre performance. La performance doit être durable. Je passe maintenant à un exemple, c'est le directeur commercial. Pourquoi? Parce qu'il est l'interface entre l'entreprise et les clients et le consommateur. Ce que nous produisons en interne, si nous avons un esprit commercial fort, nous vendons plus. Et l'objectif de l'entreprise, c'est vendre. On doit vendre. Qui il est, comment il est, En fait, moi je vous dis, ce chapitre va vous donner une idée sur votre métier futur. Parce que vous allez voir le métier, le poste, et vous allez voir les missions. Et ces missions, vous allez vous positionner par rapport à ces missions. Si vous avez ces qualifications, vous dites peut-être, madame, que moi je serai un jour un directeur commercial. Sinon, non, pas du tout, madame. Ce que je vois ici, ça ne me correspond pas. Donc, je vais essayer de voir un autre métier. Souvent, les étudiants sont séduits par le titre, mais ne connaissent pas les missions qu'il y a à l'intérieur du poste. Moi, je voudrais, madame, être un auditeur. Mais tu sais qu'est-ce qu'il fait un auditeur chaque jour? Est-ce que tu connais vraiment les qualifications, le poste, le diplôme, les missions? En tout cas, je pense que ce chapitre vous aidera à avoir une claire vision des choses. On regarde ensemble. Il va entretenir des relations fonctionnelles. Avec qui? Avec le DRH. Parce qu'il a besoin de soutien en stagiaire, il a besoin de soutien en capital humain, il a besoin de recrutement. Il va toujours avoir une relation avec le DRH parce qu'il a besoin de personnel. Quand on dit des commerciaux, on ne doit pas avoir un commercial, on doit avoir plusieurs commerciaux qui vont partir dans plusieurs structures
essayer d'avoir des partenariats, essayer de vendre notre produit. Le directeur de production, pourquoi? Parce que c'est lui le mieux placé. Parce que c'est lui le mieux placé pour pouvoir nous expliquer le produit, ses caractéristiques. Donc, il va partir avoir des ressources humaines du DRH, mais il va partir avoir des informations sur le produit du directeur de production. Pourquoi? Comme ça, quand il est devant le client, il peut mieux convaincre. Il peut aussi recevoir des conseils d'un spécialiste de management dans la résolution de conflits. Je vous explique, c'est très simple. Vous allez me dire, madame, un directeur commercial, pourquoi il va avoir des conflits? Parce que les commerciaux, lorsqu'ils partent chez des clients importants, ils ont un pourcentage sur les contrats. Si tu signes ce contrat, tu vas avoir tel pourcentage. Si tu arrives à nous liquider notre produit, tu vas avoir tel pourcentage. Ils ont des primes au niveau pourcentage pour les motiver à vendre. Donc, qu'est-ce qui commence à se passer entre les commerciaux? Des conflits, de la concurrence, de la compétition. Elle est légale, mais ça peut dégénérer. Ça peut devenir vraiment des conflits. Non, ce quartier-là, c'est le mien. Non, cette ville, c'est la mienne. Ça peut dégénérer. Ça, c'est en interne entre les commerciaux. À part ceci, lui-même, lorsqu'il va à chaque fois vouloir des comptes rendus de son équipe, il peut quelquefois, tellement il stresse, il fait de la pression à ses équipes, que les équipes, qu'est-ce qu'il peut leur arriver? Quand vous stressez trop votre équipe, vous leur demandez tout le temps un taux de performance élevé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la démotivation, ils peuvent lâcher, ils peuvent abandonner, ils peuvent stresser. Et ce stress peut être une attitude volcanique, un énervement, quelqu'un qui tape sur la table, etc. Donc, n'oublions pas qu'il y a ici le directeur commercial, donc on n'a pas vraiment le droit. Mais comme l'humain est humain, oui, vous pouvez entrer, allez-y. Notez. Donc, il y a des types de relations hiérarchiques avec les différents cadres commerciaux, parce que lui va être à la tête de la pyramide du service, et il y aura sous sa responsabilité des cadres commerciaux, et sous la responsabilité des cadres commerciaux, nous allons retrouver qui? Les membres de chaque équipe. En principe, qu'est-ce que nous devons avoir? Regardez le monsieur ici. On doit avoir un chef, on doit avoir quelqu'un qui est à la tête d'une équipe. Et quand tu dis quelqu'un qui est à la tête d'une équipe, leader, et comment il doit être au niveau de sa personnalité? Fort, lui-même motivé pour qu'il puisse motiver les autres, distingué, communicateur. D'accord. On aura plusieurs postes, c'est un exemple que je vous ai donné. On aura plusieurs postes dans le cadre de cette pyramide. Et cette pyramide, elle est appelée organigramme. Donc, par un graphique, nous allons avoir une représentation et nous allons avoir des regroupements sous forme de cercles, d'équipes. Et chaque équipe va entretenir des relations de collaboration. Donc, au sein de la pyramide, nous allons, on va dire, observer soit des flèches vers le haut, soit des flèches horizontales, tout simplement. En bas de la pyramide, les niveaux hiérarchiques les moins importants, et tant que je monte dans la pyramide, j'accède à des niveaux de responsabilité de plus en plus importants. Exactement. Puis-je passer? Il nous reste combien de chapitres? Il nous reste 2. Oui ou non? 2 chapitres. Dans votre support, combien il reste de chapitres? Oui, mais il nous reste combien? 2. On y va?
Nous avons compris qu'il y a une quoi? Une pyramide. À l'intérieur de cette pyramide, qu'est-ce qu'il y a? Soit des relations. Pardon? Ou bien verticales. Très bien. Allez, je passe, si vous permettez. Je peux? Très bien. Si on regarde ce schéma, ce modèle d'organigramme, nous avons ici qui? Le président général. S'il est absent, il n'est pas disponible, il va donner la direction à qui? À un? D'accord. Regardez, quel type de management nous avons ici? Vertical. C'est un management qui commande, c'est un commandement. Ça peut être une unicité de commandement. Ici, qui est ici? C'est le pôle stratégique. Le pôle stratégique, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la tête pensante. Le pôle stratégique, c'est celui qui trace la stratégie, d'accord, et qui va faire le pilotage salarial. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que... Chut, s'il vous plaît. Salarial. Ici, qui nous avons? Regardez. Directeur technique, financier, commercial, administratif, ainsi de suite. Parce que les 4 sont juste un exemple. On peut avoir encore et encore et encore. Ça dépendra de la taille de l'entreprise. La taille, si nous avons une grande entreprise, elle peut avoir énormément de directeurs de service. Si l'entreprise elle est toute petite, on peut avoir un seul directeur ou pas du tout. En fait, ça dépendra de la taille de l'entreprise. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Il s'agit de ces directeurs de service en leur équipe, on le sait. Ils travaillent ensemble avant de prendre une décision. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Du management horizontal. Du management? Bravo. Et donc, eux, lorsqu'ils vont peut-être choisir une personne, eux-mêmes, ils vont choisir une personne, ça va être l'intermédiaire entre eux et l'équipe. Ils vont faire de la délégation de tâches. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un contact direct avec toutes les équipes, eh bien, toutes les équipes vont venir chez le technicien. Ils vont lui dire ce qui se passe, etc. Et le directeur technique va avoir uniquement comme interlocuteur le technicien, au lieu de parler à 30 ou à 40 personnes. Est-ce que c'est clair? Vous avez une question? Nous pouvons avoir un management direct. Il peut descendre directement et parler à toute l'équipe. Comme il peut choisir un intermédiaire et faire de la délégation. Très bien. Regardez ici, nous avons un autre schéma. Vous avez remarqué ici, nous avons unicité de commandement. Commandement unique. Unicité, unique. Ici, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? 2 personnes dans le même poste de direction. Pourquoi? Directeur général adjoint. Directeur RH adjoint. Pourquoi? Souvent, ils sont en déplacement. Souvent, ils ont d'autres tâches ou ils sont sur plusieurs gestions de plusieurs projets. Donc, ils risquent un jour ou l'autre de ne pas être disponibles. Lorsque nous avons plusieurs projets, la taille de l'entreprise, elle est très grande. Nous avons de l'import, export. Nous ne travaillons pas sur une seule gamme. Plusieurs gammes, plusieurs produits. Là, la responsabilité s'agrandit. Et donner toutes les responsabilités à une personne est un risque. Suivez avec nous. Donc, par prévision, par prudence, par gestion interne, qu'est-ce qu'on fait? On choisit 2 personnes. Au cas où une personne n'est pas disponible, elle est un être humain, elle peut tomber malade, elle peut être sur plusieurs chantiers, on va mobiliser les compétences de l'autre personne. Bien, par rapport à... Regardez, ils maintiennent quelle relation? Ils vont se remplacer, ils vont collaborer, ils vont tout le temps se consulter et ils vont entretenir une relation, regardez la ligne. Une relation descendante, une relation... C'est-à-dire, c'est eux les donneurs d'ordre. Et les autres vont passer directement à l'exécution. Très bien. Puis-je passer? Vous avez compris la différence entre cette image et l'image d'avant? Unicité de commandement. Ici, partage. Exactement. Je peux passer?
D'accord. On va essayer de voir maintenant, en organisation, quelles sont les différentes structures. Donc, notez le titre et nous y allons directement. Nous avons encore devant nous combien de séances? Combien de séances il nous reste? Non? Deux séances de cours, une séance de révision d'examen et une séance d'exposé. 4 rendez-vous, mais 2 séances de cours, une séance dans laquelle on peut faire des TD, tous les TD de tous les chapitres dans une seule séance, pour pouvoir réviser l'ensemble du programme et se préparer pour l'examen. On y va? Très bien. Quand on parle de configuration organisationnelle, nous parlons de Mintzberg. Oui, ça passe vite en fait. Ça passe très vite. Mintzberg est le père de l'organisation et le père aussi de la structuration organisationnelle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans chaque organisation, il y a un sommet stratégique, le sommet de la pyramide. C'est lui qui va prendre des décisions. On va le voir en détail, ne vous inquiétez pas. Au milieu de la pyramide, nous avons qui? Un centre opérationnel, qui peut être sur le terrain avec les équipes, qui peut gérer, qui peut diriger. C'est le cœur battant de l'entreprise. Nous avons une ligne hiérarchique horizontale et une ligne hiérarchique à la verticale. Et nous avons des équipes qui collaborent ensemble, qui remontent l'information, qui gèrent. Donc on a une structure, peut-être un peu technique, mais c'est une technostructure. Nous avons des moyens, un support logistique pour permettre à tous ces gens-là de travailler. C'est parti. Tu peux arrêter? Vous avez terminé? Vous avez noté? Très bien. Donc ici, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que nous remarquons dans les 6 éléments? Qu'il s'agit d'un ensemble déjà d'éléments et de mécanismes qui vont viser quoi? La répartition de tâches, la coordination, mais aussi le commandement. On va essayer d'expliquer chacun de ces points. Vous êtes prêts? Je peux commencer? Alors, un sommet stratégique à la tête de la pyramide. Les décideurs qui font en sorte que l'organisation remplisse sa mission de façon efficace. Ils vont piloter, ils vont organiser, ils vont expliquer, ils vont définir la stratégie. Oui, le rôle est important, très important. Ils vont même faire, qu'est-ce qu'on a étudié la semaine dernière? L'envie. Donc, ils vont faire aussi une étude environnementale pour connaître les forces, les faiblesses présentes dans notre environnement, à prendre en considération. Mintzberg nous dit aussi que le cœur battant ou le centre organisationnel est important. Qui sont-ils? C'est les personnes chargées d'accomplir le travail de production. Si nous n'avons pas de producteurs, nous n'avons pas de produits à vendre. Je peux être un commercial, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas être actif, sauf si j'ai quelque chose à vendre déjà. Donc, j'ai besoin de certaines personnes qui vont produire un produit. Moi, je suis juste celui qui va vendre, donc je suis l'interface. Je vais montrer l'image, je vais montrer notre réputation, je vais expliquer les caractéristiques du produit, je vais essayer juste de convaincre. Je vais avoir plus contact en externe avec le consommateur. Puis-je passer? Bien sûr, quand je parle de directeur commercial ou de commerciaux, ils vont étudier même la psychologie de ce consommateur. Mais bien sûr, parce que si je fais une étude psychologique du consommateur, je peux mieux répondre à ses
besoin. Je peux avancer? Le troisième point, c'est la ligne que nous expliquons depuis tout à l'heure, sous forme de plus, soit une ligne verticale horizontale, absolument. Donc la hiérarchie d'autorité, l'autorité elle est comment? Elle est vers, bien évidemment, l'autorité entre le sommet hiérarchique et le centre opérationnel. Donc l'autorité va descendre, donc l'ordre va être là, bien clair, ou la stratégie. Elle est composée de qui? De managers qui vont assurer le lien. C'est les intermédiaires que je vous ai expliqué tout à l'heure, entre le sommet et le centre. Maintenant, nous avons besoin quand même d'une technostructure. Elle est située en dehors de la ligne hiérarchique. L'ensemble des personnes qui sont spécialistes et qui vont essayer de nous faciliter la vie. Donc, ils vont planifier, organiser. En tout cas, nous voyons que rien n'est au hasard. Puis-je passer? Si l'un des pôles que nous venons d'étudier n'est pas efficace, ni efficient, donc il n'est pas performant, est-ce que les autres peuvent s'en sortir seuls? Non, ils vont être atteints. Donc c'est l'ensemble de la collaboration, l'ensemble de l'efficacité de tout le monde qui va nous donner une efficacité globale. L'organisation a besoin de l'investissement, de l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Et si un des membres n'est pas efficace, il y a problème. Dans ton corps humain, tu es chez moi en cours, tu es malade, tu as mal au ventre, tu as mal à la main, ça peut te bloquer ta concentration ou non? Donc à cause d'un seul mal, une seule non-efficacité, tout le corps ne va pas bien. C'est la même chose en organisation. Si nous avons un centre ou une équipe ou un département qui est défaillant, ça peut nous détruire. Je passe directement vers la suite. On y va? Très bien. Donc, je pense que vous avez noté. Nous avançons. Regardez avec moi les images suivantes. Nous allons essayer de les expliquer. Dans les années 80, vous savez, le management n'est pas une science très ancienne. C'est une discipline qui est très récente. Beaucoup de livres en management ont été inspirés du monde animal. Est-ce que vous avez déjà vu un reportage des animaux, etc. Pour les renards, pour oui. Est-ce que vous ne remarquez pas que lorsqu'il y a une guerre, qu'est-ce que les hommes font? Par exemple, des éléphants, un troupeau d'éléphants, qu'est-ce que les hommes éléphants font? Ils se regroupent en cercle, protègent les enfants et les femmes au milieu, et c'est les hommes qui protègent à l'extérieur. Lorsque nous partons chez les abeilles, la reine, elle sort. La reine, elle est protégée, et c'est la tête du commandement. Il y a des personnes qui surveillent la niche des abeilles, oui ou non? Et c'est qui s'occupe de sortir? C'est les commerciales qui sortent pour ramener le pollen des fleurs. Et quand elles le ramènent, elles le donnent à qui? Au service production, qui va transformer le pollen en miel. Et après, elle fait de la dégustation pour voir si le produit est bon ou non. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Une excellente organisation. Oui, les loups-garous. Vous connaissez les loups qui sont dans les pôles Nord.
quand ils veulent partir, est-ce qu'ils commencent chacun d'eux partir? Ils font une file. À la tête de la file, là-bas, c'est l'éclaireur qui va montrer le chemin. Et c'est lui le plus fort. Comme ça, il protège. Et à la fin, qui nous retrouvons? Une personne aussi forte. Pour que tout le monde qui est au milieu soit protégé. Ces deux-là, en fait, c'est étrange. Mais l'homme a copié, a observé l'animal et a copié ses mécanismes structurels et a créé le management en organisation. Parce qu'avant, on avait le système taylorien. Taylorien, ça veut dire quoi? Vous connaissez Taylor? La phrase connue de Taylor, c'est « Tu n'es pas là pour penser, tu es là pour exécuter. Je ne te demande pas ton avis. Tu viens travailler, tu travailles. On te paye pour ta qualification et ta capacité physique. Tu viens pour faire un effort. Tu n'es plus fort, tu n'as plus de force. Au revoir, je ramène quelqu'un de fort. C'est un système d'exploitation. Avec le temps, l'homme a évolué, il a commencé à observer l'animal et à voir qu'il y a un système de management, des éclaireurs, donc des leaders, des protecteurs, des gens qui sont à l'interface. Chacun, il est à sa place. Ils ont commencé à appliquer ceci sur l'humain. Et ça marche, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans une entreprise structurée, chacun connaît ses droits et ses obligations. Et moi, je ne dépends pas de tout le monde, je dépends de mon N1. J'ai des ordres à recevoir de mon supérieur hiérarchique. En tout cas, il y a une meilleure compréhension des rôles. Lorsqu'il y a des clients, des testeurs, des managers, on sait que le manager va essayer de collaborer avec telle ou telle personne en prenant en considération telle ou telle personne. Lorsque nous avons une structure, on connaît la dimension de notre action. Si je suis seule, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais si on est une équipe, regardez, chacun peut soutenir l'autre. C'est en fait l'obligation d'avoir un sommet hiérarchique qui va nous éclairer, nous donner de l'énergie, nous contaminer par son esprit managérial. Mais regardez, si on a un sommet hiérarchique de qualité, mais nous avons des personnes ici qui vont partir ou sortir ou ne pas se positionner. Qu'est-ce qui va se passer à toute la pyramide? Elle peut tomber. Elle peut être détruite. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Si l'un des maillons est faible, nous risquons la faillite. Si tu dis, moi je ne suis pas le seul en entreprise, il y a les autres, ils peuvent travailler. Oui, mais on t'a appelé toi. Ça veut dire qu'on te fait confiance, toi. Et on ne t'a pas appelé par hasard. C'est parce que tu as certainement un talent, une qualification, une capacité. Donc, sois concerné et profite. Prends-la comme une opportunité et montre à tout le monde ce dont tu es capable. En tout cas, nous avons besoin de celui qui va éclairer, celui qui va donner cette énergie positive, donner ce stress aussi positif. Parce qu'il y a le stress négatif et il y a le stress positif. Quand tu es froid, tu ressens rien, tu n'évolues pas. Mais quand tu as ce stress positif, ça te permet d'avoir des objectifs. Tu dis, je veux réussir, madame, je veux arriver, madame, j'ai des rêves. Donc, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, qui te donne de la motivation. C'est pas comme quelqu'un qui dit, madame, même si je valide pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'est pas animé. Bon, on a compris que chacun de nous, comme dans cette image, a un rôle à jouer. Je passe maintenant au reste dont on a besoin. Imaginons que nous avons une excellente structure au niveau humain. Par rapport à ce point-là, c'est garanti. Maintenant, nous avons besoin de support de logistique pour permettre à tous de travailler dans une ambiance positive, exactement. Toi, tu viens, tu es motivé, tu connais tes droits, tu connais tes responsabilités, tu veux faire du management transfert, tout ce qu'on a dit, tu veux l'appliquer. Mais tu dois avoir du matériel, tu dois avoir l'ensemble de tes besoins qui sont là, à disposition. Donc, un support qui va faciliter l'accès aux services, en fait. J'ai mis ici carrément cafétéria, etc. Vous voyez qu'ici, il y a des petits détails. Tout simplement, pour faire allusion ici en classe, au cas où vous voulez être futurement manager, donner des ordres, c'est bien,
Éclairer, c'est très bien. Commander, c'est magnifique. Mais donner aussi les conditions pour que ces gens-là travaillent de façon correcte, c'est aussi très très bien. Parce que quand vous donnez des ordres, mais vous ne donnez pas le minimum de conditions, ces personnes-là ne peuvent pas être performantes. Il y a beaucoup de personnes qui quittent leur poste parce que il va y avoir du bruit. Beaucoup de personnes quittent leur poste tout simplement parce que les conditions ne sont pas. Mais oui, vous aussi, si vous partez, on vous donne un bon salaire. Mais les conditions sont démotivantes. Est-ce que vous restez? L'ambiance de travail, elle est électrique. Est-ce que vous restez? Non. C'est très difficile parce que vous n'avez pas uniquement besoin financier, mais vous avez un besoin psychologique aussi. Et si votre santé mentale va bien, ça peut influencer votre corps et votre rentabilité. Mais si votre santé mentale ne va pas bien, même si vous avez un corps fort, mais vous ne pouvez plus agir. Les 3 mots que nous avons dit tout à l'heure, action, rectification, continuation, ça demande déjà, ça exige une santé mentale qui est à l'aise, tu es bien, tu es content, tout ce dont tu as besoin est là. On donne l'exemple des entreprises qui font par exemple des fauteuils, des kitchenettes, tu as le service cafétéria avec des crêpes, comme l'OCP. Par exemple, l'OCP, ils ont un service, lorsque tu as faim, tu ne sors pas. Tu pars avec des bancs, c'est l'entreprise qui te donne des bancs. Et tu as des crêpes, tu as un chocolat chaud, ça t'empêche déjà de prendre ceci, de revenir au bureau. Tu te sens bien, tu fais des rencontres. Et en plus, tu es pris en charge pour les déjeuners. Bouteilles d'eau, tout est disponible. On ne parle plus uniquement du distributeur de café et d'eau. On est parti un peu loin. Mais il y a des entreprises qui n'ont même pas de distributeur. Des entreprises qui n'ont même pas de réfrigérateur où tu vas mettre ton déjeuner. Et l'entreprise, elle est très très loin. Les conditions, il y a des entreprises où les fenêtres ne sont pas très grandes. Pour respirer, pour s'aérer. Ne faites pas attention à la décoration. Vous rentrez, c'est comme une prison, tout est gris. Le mur gris, le sol gris, tout est gris. C'est un environnement à la longue qui va commencer à jouer sur... Mais oui, parce que tu peux être patient 1 journée, 2 journées, mais à la longue, c'est démoralisant. Vous voyez, certaines banques, elles ramènent des fleurs sur les bureaux chaque jour. C'est très important, oui ou non? D'accord. Alors ici, de quoi nous parlons? De l'idéal, oui, de la culture de l'entreprise. Une culture qui doit favoriser ma performance. Si j'appartiens à une équipe qui a la même vision que moi, nous pouvons mieux être performants parce que nous parlons le même langage. Je ne vais pas avoir 15 minutes pour convaincre quelqu'un que le distributeur est important. Ça nous fait vraiment moins de perte de temps et d'économie d'effort. Puis-je passer? Nous avons encore quelques minutes, ça va. Donc, je peux passer? Allez, on y va? On regarde ici ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Nous avons un sommet hiérarchique. Restez avec moi. Nous avons un sommet hiérarchique. On a besoin de commandants. Ça va s'entendre. Nous avons la technostructure. Est-ce que vous pouvez arrêter? Arrêtez, s'il vous plaît. Donc ici, qu'est-ce que nous remarquons? Qui commande? Est-ce que le sommet stratégique est le seul qui commande? Le seul qui commande? Non. Non, pourquoi? Parce que lui va nous donner une vision stratégique par rapport à tout le monde. Mais en bas ou au centre, il y a qui? Des directeurs de service, des chefs de projet, des chefs d'équipe. Eux aussi, ils vont prendre la part de commandement. Par exemple, le sommet stratégique va se réunir dans une réunion avec toute l'entreprise, avec uniquement les chefs de
de projet ou les chefs de service. À leur tour, eux, ils vont chacun d'eux partir se rencontrer avec son équipe, ainsi de suite. Donc, nous n'avons pas besoin d'un commandant, mais de plusieurs. Je peux passer? Très bien. Pour expliquer ce que je viens de dire, nous avons la technostructure, donc elle doit être généralement standard. Quand on parle d'organisation, c'est les mêmes qualifications. On doit avoir une seule idéologie. Dans une entreprise, c'est pas chacun il voit sa façon de vivre, chacun il a sa culture, on peut être différent, on peut être de religions différentes, de vécus différents, mais nous devons tous avoir la même charte, la même culture d'entreprise. Le moyen logistique nous permet de collaborer ensemble dans une facilitation. Le centre opérationnel, un ensemble au niveau idéologique, mais aussi on fait attention à est-ce qu'il faudrait de la laïcité ou non dans tout ce qui est politique. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Soit des ordres, il y aura une remontée d'informations pour avoir des ordres ou une descente informationnelle, donc des réunions soit ascendantes ou descendantes ou des réunions de discussion. Généralement, ça va être ça. Soit on remonte l'information à travers des réunions ascendantes ou de la descente de quoi? D'ordre, de demande, d'explication, donc des réunions descendantes où on va discuter dans des réunions de discussion. Je passe. C'est en fait un schéma qui résume ce que j'ai déjà expliqué. Alors, en définitive, puisque vous avez remarqué chaque séance, je fais des résumés de ce que j'ai expliqué. Alors, ces éléments fonctionnels, comment ils vont fonctionner justement? Non, mademoiselle, non, enlevez. Donc, ces éléments vont fonctionner à la fois comme un système de flux. Il y aura, c'est quoi le flux? C'est dans la mesure où il y a un aller-retour, une interaction, un échange. Je te donne de l'information, je dois obtenir de l'information. Il y a une interaction, c'est un aller-retour informationnel. L'autorité, je vais recevoir de l'autorité, je vais recevoir un ordre, je vais recevoir une finalité, je vais recevoir une stratégie, je dois aussi la donner. On va s'échanger encore, ainsi de suite. Donc, que ce soit à l'échelle réunion, etc., que ce soit au niveau discussion, dans tous les aspects que nous venons d'expliquer, il y a un système de flux, d'échange gagnant-gagnant. Nous avons aussi un système de processus de prise de décision. Cette phrase rappelle tout ce que nous avons expliqué. Il n'y a pas un décideur, mais il y a différentes parties prenantes qui vont participer à la prise de décision. Même le directeur général peut nous convoquer pour consultation. Il va écouter notre vécu, ce que nous pensons, les études que nous avons effectuées et à travers la discussion globale, nous pourrions arriver à une prise de décision globale. Donc ici, quel est l'objectif finalement? Pourquoi on fait ce cours? Pour que chacun de vous puisse imaginer dans quel poste il serait et n'importe quel poste que tu occuperas ultérieurement, tu devrais faire attention à être efficace. Tu protégeras ton poste, tu maintiendras ton poste, tu maintiendras ta sécurité, mais aussi tu protégeras ta réputation, tu protégeras l'intérêt personnel, mais aussi l'intérêt des autres. Tu auras une vision stratégique parce que qui dit croissance, qui dit effort, dit performance. Et puisque l'entreprise gagne de plus en plus, tu gagneras de plus en plus. Donc dans cette affaire, en fait, tout le monde sera winner. C'est un système win-win. Vous avez compris, j'espère? C'est une sorte de résumé de ce que nous avons expliqué depuis tout à l'heure. Est-ce que je peux passer? Non, pas encore. Il est déjà 10 heures, donc j'ai encore quelques minutes. Alors, elle a posé la question par rapport à la contingence. Je l'avais déjà expliqué, je vais réexpliquer. Je peux? L'efficacité organisationnelle. Ça veut dire quoi efficacité? C'est arriver à l'atteinte de l'objectif.
quand toi tu atteins l'objectif, ça veut dire que tu es efficace. L'objectif qu'on t'a donné, qu'on t'a affecté, qu'on t'a confié, tu arrives à l'atteindre. D'accord. Est-ce que tous les objectifs, est-ce que je peux? Est-ce que tous les objectifs sont pareils dans toutes les entreprises? Non. C'est contingent par rapport à l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est un facteur de contingent. Ça veut dire cela dépend de la taille, de la dimension, de l'effectif, du capital. On dit ça dépendra en fait, c'est assez contingent. Ça veut dire cela dépend de plusieurs facteurs. Vous avez compris la contingence? Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui jouent dans l'affaire. On dit, est-ce que votre entreprise arrive à une certaine efficacité? Je dis, mais ça dépend déjà de quelle efficacité vous parlez, humaine, financière, logistique. Ça dépend, c'est assez contingent, cela dépend. Je peux passer? Alors, par rapport à cette configuration de Milsberg, on va essayer de les faire vite, hein, parce qu'on a encore 2 séances de cours avec 2 pôles à étudier, exactement. Vous remarquez, j'essaye de faire chaque séance un chapitre pour mieux avancer. Est-ce que je peux commencer? Notez avec moi le titre et nous allons essayer de découvrir chaque type d'organisation. Je peux? Ne notez pas la totalité, on va noter chacune et l'expliquer pour vous permettre de maîtriser, de mieux comprendre chacune. Nous commençons la première, c'est l'organisation entrepreneuriale. Oui? Non. En principe, j'ai déposé le PDF, ça fait 2 ans ou 3 ans. Il est sur le NT. Non, pas avec les couleurs et les formes que vous voyez ici. En format texte. Il est disponible en format texte. Soit soit sur le NT. Mais ce que vous voyez ici, c'est un effort personnel que je fais pour vous permettre de connaître les mots-clés. Parce que les mots-clés, toujours, se transforment en questions. Et l'image, le design, vous pouvez mieux le capter que les textes. C'est pour cette raison que j'essaie de jouer avec les formes et les couleurs. Vous pouvez sortir aujourd'hui de l'amphi et vous avez une image collée à votre cerveau. Oui ou non? Très bien. C'est pour cette raison que je vous encourage aussi, vous aussi, dans l'ensemble des matières, de faire des résumés avec schémas, etc. Ça peut mieux vous aider à mémoriser. Mieux que des supports PDF qui sont assez lourds. Absolument. Faites des résumés dans l'ensemble de vos matières. Oui? Normalement, c'est le même programme. Je peux? J'y vais? Allez. Alors, on suit ensemble, si vous permettez? Monsieur, on peut? Très bien. L'organisation entrepreneuriale, qu'est-ce que c'est? Dans ce cas-là, nous parlons d'une entreprise qui est... Voilà, c'est la première qualification. Premier point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entreprise, elle est de petite taille. Le sommet stratégique, c'est qui ici? C'est l'entrepreneur. Bravo. Il va jouer un rôle de grande importance. Il a un rôle assez privilégié. Ici, la structure, elle est simple, informelle, il n'y a pas trop de complications. Si vous voyez ici le schéma que j'ai mis ici, quand tu as par exemple une entreprise dans laquelle il y a un directeur, un comptable et une secrétaire, qui prend les commandes? Qui est le sommet? C'est l'entrepreneur. Une personne. Il n'y a pas trop d'effectifs en fait. Vous voyez? Nous avons une structure qui est simple. Quand il y a réunion, on sait que c'est lui qui va nous commander, c'est lui qui va nous donner un ordre. Et on s'adapte vite. Il y a une bonne capacité d'adaptation.
Le sommet stratégique, il a un rôle clé. Il est le seul qui prend des décisions. Il y a une centralisation. C'est lui seul qui va prendre des décisions. Il va même travailler avec les autres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Donc, vous allez le retrouver en train de participer à toutes les tâches. Il y aura de la coordination de travail. Il y aura aussi le fait qu'il nous demande tout le temps où est-ce qu'on est arrivé. Il va nous contrôler assez souvent. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'effectifs, pas beaucoup de salariés, donc il va tout le temps être avec nous, en train de nous demander des questions. Donc ici, on parle de quoi en fait dans ce slide? Des qualités que doit avoir un chef d'entreprise. Parce que c'est lui le pilote, le manager, le gestionnaire, il va jouer tous les rôles. Et il ne peut pas déléguer, il va tout faire. Il va participer au travail et commander. Donc il est en fait comme un commandant, un directeur, un manager, et il est aussi salarié comme nous, il fait tout comme nous. Il va pointer chaque jour 8 heures de travail par jour, il pourra faire plus d'heures que nous. Il fait partie de... Oui, il fait partie de la prise de décision, mais en même temps de l'action. Et il s'agit de quel type de structure? C'est une structure simple. Parce que tout passe par lui. Elle est facile à comprendre. Quels sont les mots-clés qu'on doit retenir de ce type d'organisation? Entrepreneuriale, comment elle est? Donnez-moi ce que vous avez mémorisé par rapport à mon explication. Hein? Quels sont les mots-clés à ne pas oublier? Entreprise de petite taille, d'accord? Donc c'est l'entrepreneur qui a le rôle le plus privilégié, d'accord? Il a un rôle clé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le sommet, mais en même temps, il peut participer avec nous aux tâches. Donc, il joue de plusieurs casquettes. Vous allez le trouver dans les réunions, à côté des machines avec tout le monde, en train de les aider. Il est au bureau si quelqu'un a besoin de lui. Il est partout. S'il est un client important, il va partir lui-même, rencontrer le client lui-même. C'est lui qui fait tout en fait. Et il a du support. Mais il va faire plusieurs tâches en même temps. Il ne va pas rester au bureau uniquement faire de la direction. Il nous reste quelques minutes ou pas? 5 minutes? 5? Il nous reste 5 minutes. D'accord? Alors, l'organisation mécaniste, dans l'examen de l'année dernière, il y a des questions, plusieurs questions sur les types d'organisation. Faites attention à cette partie-là parce qu'elle est chaque année dans l'examen. Chaque année. L'organisation mécaniste, c'est tout à fait le contraire. Tout est formalisé. Par exemple, on parle d'administration. Est-ce que vous pouvez venir et rentrer chez le directeur dans une administration? Il y a des formalités. Voilà. Et ces formalités, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il y a des frontières, des règles. Donc ici, on remarque qu'il y a beaucoup de frontières invisibles. Il y a la standardisation du travail. On vous donne une tâche que vous faites tout le temps, des années. Vous savez très bien que vous êtes là pour faire cette tâche tout le temps. C'est très important, l'organisation structurelle ici, la technostructure que nous avons expliquée tout à l'heure est de grande importance. Et nous avons besoin de support logistique parce qu'il y a plusieurs salariés, donc plusieurs besoins. Donc, le service logistique ici et le support logistique est de grande importance. Lorsque maintenant nous avons un besoin urgent qui intervient, on peut faire appel à des experts ou des spécialistes. Il y a aujourd'hui des cabinets d'études, des cabinets de consulting, des cabinets de coaching qui peuvent venir nous aider dans la prise de décision. Donc, mécaniste veut dire que c'est assez mécanique aussi au niveau du fonctionnement. Tu as ta place, voilà ce que tu as à faire, tu n'interviens pas dans les affaires des autres. Chacun, il est à sa place. Je vous retiens encore ou non? Vous êtes fatigué? Est-ce que je peux vous retenir encore ou pas? D'accord, donc je vous donne rendez-vous lundi prochain. Excellente fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir.